Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain-Bike, podcast balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Aujourd'hui, je vous présente Samuel Piché, qui est propriétaire de Flow Park. Salut Samuel. Hey, salut. Merci de t'être déplacé aujourd'hui, d'être venu me retrouver chez moi pour qu'on jase ensemble. Ben oui, je m'appelle Samuel Piché, propriétaire de chez Flow Park, une compagnie qui a maintenant bientôt 3 ans. Donc on commence notre 3e saison. On se spécialise principalement dans la construction de pump track. Par le passé, moi et certains de mes collègues, là, on a déjà fait aussi un peu de sentier de vélo montagne, des trucs comme ça. Là, donc on touche un petit peu à tout ce qui est infrastructure cycliste. Donc c'est pas mal ça. Ouais. Ben oui, c'est ça. Fait que t'es un amateur de vélo montagne à la base. T'as commencé à faire du vélo. Est-ce que t'étais très jeune? Tu te rappelles-tu? Oui, ouais. Dans le fond, j'ai commencé on va dire, comme tout le monde, là, j'ai eu un vélo là, depuis toujours, là, depuis l'âge de 5 ans. Mais la vraie passion, là, c'est commencé à l'âge de 10 ou 11 ans. Là, dans le fond, dans mon village, je m'étais acheté dans le temps un De Vinci Coyote ou... non, pas Coyote, non, c'était... En tout cas, peu importe. C'était quelles années, ça, environ? 2001. 2001, 2002. C'est, j'imagine, un hardtail. C'est ça, là, un petit hardtail. Puis on a, comme tout le monde, là, le fameux plywood sur des bûches en avant de l'église, là, dans mon petit village. Donc, c'était pas mal ça. C'est le même que la construction des jumps ont commencé. Hein? C'est ça. Puis après ça, on avait fait des North Shore, puis on postait des photos sur Pink Bike des ponts vraiment sketch. mais c'est ça, là, c'est pas mal comme ça que ça a commencé. Puis t'es originaire de quelle région, quel endroit, toi? Dans le fond, originaire du Saguenay. Dans le fond, on lance Saint-Jean, là, le Mont-Édouard. C'est cool. Donc, c'est pas mal là que c'est là où j'ai commencé à faire du vélo de montagne. Donc, c'est ça. J'aurais bien aimé, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien faire aussi du skate, mais on n'avait pas tellement d'endroits, là, donc on a plus été vers le vélo de montagne. Il y avait pas grand... Les infrastructures, pendant un certain temps, c'était un peu fantomatique au Québec, là, au niveau du skate. Ouais, c'est ça. On avait pas mal on s'arrangeait avec la municipalité là, pour construire comme un peu tout le monde a déjà fait, là, d'avoir un voyage ou deux de terre là, en arrière du garage municipal là, pour faire des sauts. Là. C'était pas mal ça c'est comme ça que c'est comme ça a commencé. Ouais. Puis plus tard, t'as déménagé dans la région ici, parce que t'as commencé à travailler au CNCB à un certain moment. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'avais 16 ans, 16 ou 15, secondaire 4. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Ah, tu devrais travailler dans un camp de jour là, pour vivre ta passion. » Puis j'ai visité mon oncle là, qui reste à Fulford, dans le fond, à côté de Lac-Brome, un district de Lac-Brome, on va dire. Puis par le fait même, j'avais passé à côté du Centre national là, qui était quand même récent, là, qui devait avoir 5-6 ans là, quand je suis passé devant. C'est ça, donc j'ai eu l'intérêt, donc puis c'est ça, puis à un moment donné, j'ai décidé de faire une vidéo de moi. Donc c'est ça, j'ai fait un vidéo, un edit de genre 2 minutes, je pense, là, puis je sautais des marches, là, puis je disais « Hey, bonjour, mon nom c'est Samuel, je veux travailler pour vous. » Puis il y avait pas vraiment de place pour moi, là, parce que les embauches étaient déjà faites, mais je suis comme rentré comme, on dit stagiaire ou... OK. Assistant ou... Ouais, assistant, là, pour une coupe de 100$ par semaine, mais puis c'est ça, puis j'ai resté après, dans le fond, parce que c'est ça, je me suis pas mal promené là, dans ma jeunesse, là, fait que j'étais habitué j'ai souvent déménagé, là, donc j'ai mes collègues qui étaient là en secondaire 5 m'ont demandé « Ah, t'attends-tu de rester en sport-études au mois d'août? » OK. Puis il restait de la place pour les inscriptions, fait que là, j'en ai parlé avec ma mère, puis avec ma famille, puis avec mes grands-parents, puis avec mon oncle, puis avec tout le monde, puis ils ont fait « OK, bon, let's go, tu peux t'inscrire. » On m'a inscrit au sport-études. Puis, en vélo de montagne. Exactement. À Coansville. À Coansville, oui. Ah ouais. Cool. Fait que la fin des études secondaires à ce moment-là. C'est ça, ouais. Fait que puis après ça, j'ai travaillé au Centre national là, jusqu'à l'âge de 20 ans. Là, fait qu'ils sont jusqu'en 2010. Comme entraîneur en vélo de montagne. Oui, c'est ça. Puis un peu de tout. Là. On fait pas mal
il y avait aussi un petit peu de vélo de route puis du BMX aussi, pas mal aussi. Là, donc, oui. C'est à ce moment-là que tu un petit peu imprégné du BMX ou plutôt plongé dans cet univers-là un petit peu. Tu faisais-tu du BMX avant ou... Non, j'avais un hardtail là, qui faisait de tout. Là. J'avais un Brody Brat avec une fourche, une grosse fourche trop grosse pour le frame. Là. Fait que, non, c'est ça. Puis, à un moment donné, c'est ça, j'avais brisé le vélo, puis je me suis acheté un vélo de downhill, puis un BMX. OK. Fait que ça a été ça, puis je faisais pas mal les deux, là, mais c'est ça. Puis sinon, j'avais parce que j'avais remonté un autre hardtail là, de street, on va dire, là, pour faire des dirt jumps, là, des trucs comme ça, là, mais c'est pas mal été ça. Là. Fait que, en parlant de BMX, tu as travaillé aussi avec BMX Père. Oui, c'est ça. Oui, dans le fond, je travaillais avec BMX Père. Dans le fond, j'ai connu Yannick. Dans le fond, c'était sa conjointe à l'époque qui s'occupait du Centre national, là, qui était en remplacement entre l'ancien directeur puis le nouveau directeur à l'époque qui était Richard Deslandes avant Nicolas Legault. Donc, si je me rappelle bien, Natacha elle a comme fait la transition entre les deux. Okay, oui. C'est pendant cette période-là qu'ils m'ont embauché. Puis après ça, je suis resté quand même très proche de Yannick puis de Natacha. Puis au fil en aiguille, je suis arrivé puis j'ai commencé à travailler pour BMX Père là, en 2011. C'est ça, là, quand j'ai... pas quand j'étais tanné de travailler dans les camps, là, mais quand j'ai vieilli un petit peu puis je voulais faire d'autres choses. Oui. Parce que là, au travers de ça aussi, là, ce que tu dis, t'as vieilli. Fait que t'as commencé, t'as quitté... T'es allé au cégep, j'imagine. Puis là, t'as fait des études plus oui, avancées. C'est ça. J'ai un parcours scolaire quand même assez classique là, de quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, là, mais j'ai fait des études dans bien des trucs, là, un peu de technique d'architecture, un peu de sciences humaines. Parce que j'étais allé à l'université, j'ai tout lâché pour aller faire ma technique en génie civil. En même temps, comme la première année que j'ai commencé pour travailler pour BMX Père, de mémoire, j'étais encore à l'université. Puis pendant l'été, là, j'ai fait « OK, moi, je veux aller comme en technique de génie civil parce que je travaille dans ce domaine-là. » Ça t'intéressait vraiment? Faut que tu te dis « Je vais aller chercher des connaissances. » C'est ça que je suis allé faire, là, dans le fond. Ouais. Puis je l'ai pas regretté. C'est sûr que j'ai fait beaucoup trop de cégep, là, c'est un classique, là, mais c'est pas grave, là. Je pense qu'il n'y a pas de problème à changer d'idée en cours de route. Absolument pas, hein, c'est ça. Fait que là, t'es allé chercher les connaissances en matériaux, en méthode de construction, en type de sol, puis quoi, un peu aussi au niveau des techniques d'arpentage, c'est des trucs qui sont pratiques dans ton domaine, dans le fond. Là. Exactement. Au début, je vais vous avouer, là, c'est parce que je trouvais un peu bizarre là, que je pensais pas vraiment que c'était une bonne idée, là, parce que je me disais toujours j'avais voulu être architecte ou peu importe, là, mais j'ai vraiment pas les notes à l'école. Fait que comme j'ai fait en fin de compte, technique en génie civil, ça va être cool. Même si quand j'étais plus jeune, même si, mettons, j'aurais peut-être dû commencer par ça, en voulant dire à la place d'aller faire plein d'autres trucs. Bon, c'est pas mais toujours... on savait pas, là. Tu sais, quand on est jeune. Ouais, mais quand on est jeune, c'est ça. Puis, ça a quand même pris 2 ans là, avant que je fasse OK, ouais, je pense que c'est vraiment un bon cours que j'ai fait parce que dans le fond, justement, comme tu dis, ça m'a vraiment enseigné les bases de plein de choses que maintenant j'utilise à tous les jours dans le quotidien de ma job. Puis, je suis content d'avoir fait cette technique-là, versus même avoir fait autre chose. Je fais beaucoup de dessins. Oui. Puis, en technique de génie civil, je pense que 6 cours de dessin, versus avoir été même à l'université dans quelque chose d'autre, j'aurais peut-être pas eu autant d'heures de dessin là, que là. Puis, la plupart des choses que je fais, c'est déjà préétabli, un peu les fondations, les trucs comme ça. Fait que je suis pas nécessairement besoin de faire signer mes plans parce que c'est déjà des choses, des critères qu'on répond, là, qui sont déjà approuvés par d'autres mondes. C'est quand même... Ça aurait été pratique peut-être de l'avoir fait autrement, là, mais je pense que en termes de temps, là, ça a été vraiment ce qui était le plus efficace, d'avoir fait la technique en génie civil. Oui, ça c'est sûr. Là. Puis à quel moment dans ta jeunesse t'as pris conscience ou t'as décidé de dire voilà, c'est ça que je vais faire, je vais construire des trails, je vais construire des pistes, des pump tracks, des pistes de BMX.
C'est-tu venu naturellement ou si t'as dû il y a eu comme un déclic à un moment donné, t'as dit là... Ben, c'est justement là, en travaillant pas mal avec... dans le fond, moi, quand je travaillais au centre, je m'occupais aussi gros des infrastructures. Fait que, on avait bâti le premier pump track qui est en arrière, là, qui a eu plusieurs phases. Oui. Je faisais l'entretien sur la piste de BMX, puis en plus des camps, là, mais tu sais, je veux dire, en début d'année, avant que les camps commencent, ben comme à chaque année, comme le centre fait en ce moment encore, souvent les coachs ils sont portés à entre les initiations, mettons, de mai à juin, avant que les camps partent, souvent les coachs vont arriver. Il y a plein de groupes scolaires, plein de trucs comme ça, mais il y a certains coachs qu'eux, ils vont entretenir le site, ils vont préparer le site. Puis au fil de l'été aussi, tu sais, puis moi, comment je l'ai commencé à me le faire enseigner, parce qu'au début, moi, j'allais pour, tu sais, je me tenais avec des entraîneurs de l'équipe nationale, puis des gens qui avaient étudié en kin, en éducation physique, des trucs comme ça, puis moi, j'étais comme, je vais aller à l'université pour monter mes notes. En fait, je suis allé faire 1 an en politique, là, parce que je rentrais dans aucun autre domaine. Fait que je me disais, je vais aller monter mes notes à l'université pour aller faire kin ou aller faire autre chose qui va m'amener dans le monde du sport. Mais j'ai frappé un mur, là. Je veux dire, j'étais zéro prêt à... C'est pas une bonne idée là, d'aller monter ses notes à l'université. Là. Si t'es pas passionné à 100%, là, j'étais très bon en politique, mais j'étais pas passionné, donc j'ai aucunement monté mes cotes. Donc, c'est ça. Puis moi, je voulais vraiment... mon rêve, c'était d'entraîner du monde pour aller aux Jeux olympiques. Puis c'était comme un peu ça. Parce que c'est normal. Je veux dire, tout le monde qui t'entoure, c'est tout du monde qui sont très... Maintenant, peut-être que l'image au centre, c'est très différent. Parce que maintenant, il y a peut-être 60 coachs. Donc, c'est beaucoup plus familial comme établissement. Là. Mais au début, c'était quand même familial, mais il y avait quand même plus... On va dire le volet élite était plus présent, puis veux pas, ça t'influence à se dire moi c'est ça que je veux faire, je veux dire, je me tenais avec Yann Hughes, puis même eux aussi ont évolué dans leur manière de travailler aussi, dans leur manière de voir, comme je pense que c'est encore là, le niveau élite est encore là, oui, mais je pense que là, dans l'ensemble, l'offre de service est plus démocratisé un petit peu. Là, c'est ça, maintenant c'est pensé à la masse, puis je pense que tous les entraîneurs maintenant qui travaillent au centre, qui sont autant du niveau élite que du niveau initiation, ils pensent à l'initiation aussi. Oui. C'est ça. Puis ça a été ça le déclic, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, moi, la différence qu'on peut faire, c'est pas juste entraîner du monde, mais comment faire pour que... Là, c'est un peu cliché, là, mais comment faire pour que mes infrastructures que je construise coachent le monde? Ça a autant d'impact... parce que c'est un peu comme dans l'événementiel. Mettons, ça m'a jamais attiré tellement les événements. Parce que je me dis, une fois que c'est fini. Ouais. Alors que ce qui est le fun, c'est que ça reste. Là, l'infra, ça demeure. Là, c'est ça. Donc, c'est un peu le même principe. Là. J'aime ça, construire des trucs qui vont perdurer dans le temps versus dire, on va analyser une rue puis on va construire quelque chose qu'on va détruire la nuit après. Ouais. Ça m'intéresserait, mais ça me parle moins, mettons, que me dire, on construit de quoi qui est permanent ou semi-permanent, au moins qui va durer le temps que le monde puisse l'utiliser, là, puis avoir du plaisir. C'est pas mal ça qui m'a fait allumer à un moment donné, c'est que parce que moi, je trouvais qu'au centre, à Bromont, puis à la montagne, puis... Oui. Non, je t'écoute. Oui, c'est ça, t'es au centre, puis à la montagne, puis un peu partout, autour de moi, c'était tout le temps vraiment cool, tu sais, Mais à un moment donné, c'est quand tu te promènes quand on se promenait à travers le Québec, là, des fois, je me disais, il manquerait peut-être ça, puis là, c'est là où, justement, que ça allait allumer, parce que c'est sûr que si tu restes dans le coin de Québec ou dans le coin de Bromont, t'as 10 000 affaires autour de toi. Oui. Mais en 2000, c'est ça, mettons, on va dire en 2010, 2005, 2010, il y avait des centres où il y avait plein de développement, mais il y avait plein d'endroits à travers le reste du Québec que c'était moins bien développé. Puis moi, ce qui m'accrochait, c'était gros les pistes de BMX parce que c'était comme un domaine où justement c'est plus mathématique un peu versus en vélo de montagne qui est quand même, il y a un peu plus de feeling, on va dire, en vélo de montagne versus... OK. Au niveau de la construction, tu dis il y a un peu plus de feeling. Là. Oui, c'est ça, mais
Puis je pense que c'est important, là, mais c'est important c'est important que ce soit pas toujours mathématique, mais j'aime quand même ça, le relier les maths au feeling, là, je sais pas comment dire, là, c'est ça, là. Puis... Ben, tu l'as fait, dans le fond, t'as travaillé chez Sentier Boréal aussi pendant un certain temps. Oui. Avec Jérôme Pelland, entre autres, là, que j'ai interviewé puis qu'on salue. Salut Jérôme. Yes, salut. Non, c'est ça, justement, ben, c'est ça, fait que là, jusqu'à 2019, quoi. Ouais, 2019, à un moment donné, ça allait quand même encore super bien avec Yannick, tout était super cool. Puis il est arrivé un hiver, 2018-2019. Donc 2018, je suis parti... 2017 puis 2018. Je suis parti un hiver en Australie parce que je voulais aller faire un autre d'expérience. Puis je suis allé travailler pour World Trail, qui sont comme... qui sont un peu l'équivalent de Sentier Boréal ou de Gravity Logic. OK. Une grosse compagnie, là. Qui, eux, ils ont comme, je sais pas, là, 100 employés. J'ai reçu un manuel, là, j'étais dans l'avion, j'avais un manuel de 150 pages à lire puis à signer. J'étais comme, OK, là, c'est corporate. Puis là, c'est là où j'ai comme allumé un peu à faire, OK, tu sais, dans le fond, ça peut se rendre jusque-là. Là, eux, ils font les... tu vois, ils font l'enduro en Tasmanie. Oui, OK. Moi, j'ai pas pu aller travailler sur ce chantier-là parce que, justement, il fallait que je revienne pour aller retravailler avec BMXpert. À l'époque, parce que, dans le fond, j'avais comme ça à Yann, hey, tu m'appelles, puis je reprends l'avion, puis je refly in, mais c'est ça. Puis ça m'avait quand même coaché un peu parce que, justement, j'avais fait comme un pump track à Sydney, qui était comme un gigantesque pump track. Wow. Mais justement, qu'il y avait plein, comment je peux dire, que même si c'était fait par une compagnie qui avait beaucoup d'expérience, ben, à mon avis, le design ne fonctionnait pas parce que c'était pas eux qui l'avaient construit. Ah oui. Eux, ils suivaient les plans de XYZ, puis c'est là où j'avais comme frappé un mur en me disant, OK, même les meilleurs au monde, s'ils suivent les plans de n'importe qui, ça va nulle part, là, mais, mais dans le fond, c'est que quand tu fais, si je résume, là, c'est que quand tu fais un loop, là, dans le fond, tu tombais à l'envers du trafic, fait que le monde, il se rentrait dedans après un loop. Mais tout le monde a travaillé puis que ça se construisait vers là parce que étant la construction a commencé, il y a pas personne qui a dérogé des plans puis ils ont foncé dans un mur, mais puis moi, mettons, je suis arrivé là, mais j'étais pas en charge de rien, là. J'étais manœuvre, je faisais le fond de pierre puis je chauffais le bobcat. T'opérais et t'observais. puis j'étais tellement content parce que justement, ça m'avait comme... quand je suis arrivé là, moi je suis arrivé au début en me disant ah ben je suis manœuvre, mais je vais leur montrer un peu comment ça se fait là, mais puis au final je me suis juste frappé un mur en me disant en fin de compte moi je suis arrivé là puis je connaissais rien pendant toutes des techniques de construction, fait que j'étais content parce que justement j'avais pas de poste important, j'étais juste opérateur de Bobcat. J'étais allé faire mon cours de Bobcat en arrivant là, puis j'ai opéré un Bobcat pendant un mois de temps pour eux pour le pump track, puis c'était vraiment cool, puis ça m'a donné une belle expérience, mais justement, c'était le fun de pas être en charge, puis de le voir d'un autre œil, puis justement, de pas être en charge d'aucune décision, puis justement, de voir, puis je dis, c'était un échec, mais c'est pas un échec, là, c'est un Christy de beau pump track pareil, là, je veux dire, à part qu'à un moment donné, un moment que tu rentres à l'envers, là, mais je veux dire, c'est pas... Ben, c'était pas ton premier pump track, fait que tu peux quand même comparer avec ce que... Oui, c'est ça. Des expériences passées que tu avais vécues ici, là, au Québec. Ouais. Oui, puis c'est ça, puis analyser avec ce que les autres font dans le monde, parce que, dans le fond, en Australie puis au Canada, les pump tracks ont poussé pas mal en même temps. Je veux dire, l'engouement, versus qu'en Europe, les pump tracks asphaltés, ils ont eu 3-4 ans d'avance. Puis maintenant, en ce moment, ils sont même plus d'avance que nous en termes de demande, puis mais à ce moment-là, il y avait quand même un petit peu d'avance sur nous, mais là, maintenant, ils sont comme... Les grosses différences que tu as vues, c'était-tu au niveau de la conception ou au niveau de la fabrication des méthodes, des matériaux, c'est où tu as vu le principal facteur différentiel, Ben, comme en Australie, ce qui était fou, c'est que au lieu d'être du 0,3 là, t'es comme super net, là, t'es, mettons, avec presque pas de particules fines. Ah ouais, ok. Ben là, c'était de l'argile avec de la pierre dedans. Ok. Puis les genres de buckets, les godets de Bobcat, ils
il s'ouvrait, puis en tout cas, c'est un peu compliqué à expliquer, mais on mélangeait la terre avec de l'eau, comme si on construisait un vrai... Comme quand on construit des dirt puis qu'on fait de la boîte ensemble. Oui. Ben là, c'était la même affaire, parce que dans le fond, vu qu'il n'y a pas de gel, ben là, c'est comme la manière que tu vas compacter. Faut que tu mettes plus d'eau. OK. Mais c'est plus de l'argile avec de la roche. C'est vraiment spécifique à cause de la température là-bas. C'est ça. Puis sûrement qu'au Texas, ça doit être la même chose. Ils doivent construire ça comme ça. Là. OK. Fait qu'il y avait beaucoup plus d'eau, mettons. Fait que pour moi, je trouvais ça intéressant parce que justement, des fois, tu te trouves super champion, mais t'arrives ailleurs puis tu fais comme, oh, OK. Ils ont d'autres idées, là. Ils ont d'autres méthodes. J'aurais pas... c'est ça, j'étais totalement en dehors de ma zone de confort beaucoup. Puis après ça, je suis allé faire un sentier de vélo de montagne dans un genre de milieu alpin. Je pense que c'est Falls Creek de mémoire. Puis c'est un peu, on va dire, un peu comme dans l'Ouest canadien, mais comme mais des montagnes plus planes un peu, là, plus arrondies, mais alpin, fait que pas d'arbres. OK. Mais ça aussi, ça m'avait quand même sorti de ma zone de confort parce que j'avais déjà fait quelques sentiers ou travaillé dans certains sentiers là, avec Sentier Boréal, là, même si je travaillais pas à temps plein pour eux. Là. Mais des fois, quand je voulais combler des temps morts de pistes de BMX ou entre 2-3 contrats, des fois, j'allais faire des semaines avec Sentier Boréal où on échangeait nos services là, avec BMX Park et Sentier Boréal. Fait que j'avais touché à certains sentiers puis j'étais comme, OK, ça aussi, c'était à des centaines d'années-lumière de manière de fonctionner parce que juste dans le terrain, fait que c'est ça. Moi, je t'écoute parler puis je suis curieux parce que tu dis que c'était étudié en génie civil. Donc, en génie civil, on apprend à faire des routes, à faire toutes sortes d'infrastructures. Là. Y a-tu des connaissances là, qui étaient applicables ou au contraire, y a-tu des réalisations que tu as faites, tu te dis, mon doux, que c'est comme pas pantoute la même affaire, ou il y a des choses qui sont... T'as-tu fait des comparatifs en lien avec tes études? Ouais? Oui, mais de plus en plus, dans le fond, avec les pump tracks, c'est de plus en plus proche des routes, là, dans le fond. OK. Parce que c'est de plus en plus normalisé, puis... Faut que ça résiste au Québec, surtout quand c'est à l'extérieur, là, puis avec le gel puis le dégel. Là. C'est ça, puis les fondations, souvent, sont plus épaisses quasiment que dans la rue à côté, là, en voulant dire que les minimums requis, maintenant, sont quand même assez élevés. Fait que, surtout pour les trucs de parc, vu que c'est pas des gros volumes, ils prennent pas de chance, tu sais. Parce qu'il n'y a pas d'économie à... comment je peux dire? Il n'y a pas d'économie. Mettons, sur une rue, si t'économises 8 pouces de pierre sur je sais pas combien de kilomètres, admettons, là, il y a une vraie économie, alors que là, le plus ou moins, même si on met plus épais de pierre, ça va coûter plus cher, mais c'est pas... c'est pas assez pour... C'est pas là que tu vas économiser, là, c'est dans le temps de mettre les bosses en forme. Fait que ouais, maintenant... Puis pump track, tu peux pas le refaire après 10 ans. Là, c'est ça, exactement. Mais en même temps, je suis quand même de l'avis que ça sert à rien que ça dure plus que 25 ans, là, parce que le sport évolue, puis à un moment donné, on va vouloir les arracher puis changer... les corriger, changer des formes et les... Oui, c'est ça. Moi, je pense que je suis pas non plus sur le spec de l'extrême, là, de se dire, faut que ça dure... plus de 15, 20, 30 ans, mettons. Je pense qu'une quinzaine d'années, c'est 15 à 20 ans, c'est bon. Mais c'est le fun que quand ça fait 15 ans, si tu commences à trouver que c'est un peu désuet, ben, tu te sens pas mal d'arracher puis de changer la section. Là. Je pense que, mettons que ça doit faire... Mettons, la première piste qu'on a faite complètement asphaltée, de mémoire, c'était 2016 ou 2015 ou 2016. OK. Fait que ça va bientôt faire 10 ans. Je te rappelle-tu, c'était où? Saint-Bernard-de-Beauce. Ouais, c'est 2016, me semble, moi. Ouais, c'est pas mal 2016. On avait fait des courbes avant, là. Mettons, on avait fait des courbes en asphalte sur des pistes de BMX. Mais une piste complètement asphaltée, là. Il y a eu Saint-Bernard-de-Beauce, puis Misticini dans le nord, là, dans le fond, là, qui sont comme les deux premières, là. C'est vrai, à certains endroits, on voit ça, même comme au CNCB, puis aussi, je pense ici à Saint-Jean, même chose. Il y a des pistes là, qui sont des pistes de terre avec seulement les courbes asphaltées.
Mais comme ça peut permettre un petit peu d'originalité ou de flexibilité, je dirais, avec les années, peut-être. Oui, c'est ça. Puis, c'est surtout les pistes de BMX, de course. Mm-hmm. Dans le fond, c'est que ça réduit, mettons, de 70 ou 80% l'entretien. Ouais. Donc, t'asphaltes la bulle de départ puis les courbes. C'est pas mal ça qui coûte le plus cher à entretenir, qui prend le plus de temps à entretenir. Fait que après ça, puis c'est souvent ce qui va dicter. Oui. Puis si tu fais rien au centre, si tu t'asphaltes pas le centre, ça permet de changer les bosses dans le temps aussi, parce que si les alignements sont bons, après ça, tu peux juste... à un moment donné, tu dis, bon, mais on est tanné de cette rythmique-là, là, tu la modifies, puis normalement, ça devrait bien aller, parce que les courbes, s'enlignent une courbe dans l'autre. En voulant dire que c'est ça, tu peux garder les mêmes alignements, puis modifier le centre. Puis je pense pas que les pistes de BMX devraient être asphaltées non plus, là. Je pense que, à un moment donné, c'est comme... c'est plus le même sport, là. Moi, c'est ça, là. Déjà que, avant, on pourrait dire que c'était plus rough, là. Maintenant, c'est quand même... moi, je pourrais dire c'est plus liché, puis c'est correct, là. Mais c'est ça, c'était un petit peu plus rock'n'roll que maintenant. Maintenant, c'est quand même assez, là. Toutes les bas sont parfaites, là, puis la bonne largeur, le bon alignement et tout et tout, puis... je suis tout à fait d'accord parce que moi ça me fait de la job là, mais je pense que c'est correct aussi des fois que ça soit pas 100% parfait puis que en tout cas bon écoute, il y a des styles aussi dans tout ça, j'imagine. Oui, c'est ça, puis c'est ça dans les pistes de BMX ou même dans les pump tracks ou même dans les sentiers de vélo de montagne, tu reconnais quand même le style, soit sans reconnaître ou voir l'usure dans le temps aussi, je pense que je pense que c'est ça qui rend ça intéressant. Là, je veux dire, si tu vas une piste, mettons une piste de BMX à Trois-Rivières, à Québec, même si des fois ils ont été faites par la même compagnie ou par le même monde, mais il y a quand même une bonne différence dans le style parce que les pistes évoluent différemment. Puis, effectivement. C'est ça. Mais c'est sûr que là, les pump tracks asphaltés, eux, ils bougent pas. Ils bougent pas. Mais il y a quand même des styles d'une compagnie à l'autre. Oui, d'une compagnie à l'autre. Puis même d'une évolution dans le temps aussi ou d'une demande de client à l'autre. Des fois, tu peux te retrouver à faire 2 pistes d'un village voisin puis ils vont être totalement très différentes, même si ont été conçus par la même personne. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que tu as des contraintes, j'imagine, d'espace. C'est de la ville, tu octroies un petit terrain à côté de la patinoire extérieure ou du terrain de tennis, puis tu es limité à ça. C'est une contrainte majeure, j'imagine, au niveau de la configuration que tu vas pouvoir donner à ta pump track. Là. Mais toi, en tant que tel, là, quand tu conçois une nouvelle pump track, là, j'imagine que t'as une idée dans ta tête que tu dois te dire, moi, comme ça, je les aime. Je vais prendre un exemple là, tu conçois pas des pump tracks de la même manière que Vélo Solutions va les faire ou que d'autres compagnies, là, par exemple. Tu sais, je vois une différence là, tu sais, dans celle que j'ai vue, que j'ai expérimentée en tout cas là. Oui, c'est ça, exact. Oui, dans le fond, parce que ça part de la base du dessin, du fond de plan, mais c'est pas vrai, parce que des fois, ça arrive aussi que des fois, il y a beaucoup de modifications en chantier. Là. Des fois, il peut arriver des trucs que la piste, ça va... et que les plans fonctionneront pas. Mais oui, je pense que d'une compagnie à l'autre, il y a quand même une bonne différence. Puis je pense que c'est important que ça reste comme ça aussi, parce que ça crée une certaine variété. Puis c'est le fun, parce que aussi, on s'inspire d'un et l'autre, ou peu importe, là, moi je m'inspire gros de autant de Vélo Solutions, Clark & Ken en Angleterre, gros de il y a aussi gros Bike Solution puis Hurricane Tracks qui sont en Europe, puis eux dans le marché mettons européen ils doivent être 15-20 constructeurs de pump track. Fait eux ils peuvent beaucoup s'inspirer ou se copier de plein de manières différentes. Ouais. Puis je pense que ça fait... c'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que même moi, cette année, mettons, avant, on faisait gros des virages un peu plus comme les pistes de BMX qui partaient vraiment en bas puis qui risaient comme au point de tangente. Là. Fait que dans le fond, qui partaient de mettons, d'une hauteur de, on va dire, de 3 pieds à 4 pieds, mettons. Mais là, peut-être que maintenant, on est plus proche de faire...
OK, bon, on fait tout mettons, à 4 pieds de haut, à grandeur, parce que là, ça permet une meilleure point d'appui. Mais c'est ça, c'est quand même... des fois, on va c'est soit on va dire, ah ouais, on va faire ça un peu plus, je sais pas, faire un peu plus comme tel pump track dans... Et on s'inspire autant qu'on s'inspire des anciens projets, autant qu'on s'inspire des autres. Puis je pense que c'est ce qui fait que c'est le fun. Puis aussi, c'est le fun parce qu'il n'y a pas un projet qui est pareil. Tu sais, des fois, on va faire presque un copier-coller d'un layout, là, dans le fond, d'une vue en plan, là, d'un tracé qui se ressemble. Là, les deux là, sont presque pareils. Mais on place les bosses de manière différente. Mm-hmm. Fait que même à ça, le pump track est pas... il pourrait sembler être identique. Il est très similaire mais c'est ça. Mais puis des fois, il y a des éléments que je vais garder, mettons. Puis on prend beaucoup de références. Fait qu'on est capable d'associer un feeling à une mesure. Fait que là, c'est là où ça devient intéressant parce que tout le monde avec qui on travaille, ils prennent... comment je peux dire, on met en place un plan, puis on respecte le plan jusqu'à la dernière seconde. Puis là, après ça, si on voit, ah ouais, ça est vraiment lettre, on l'arrache, on change, puis là, on prend en mesure, en note, mettons, le tel que construit de ce qu'on a changé. Fait que là, après ça, ben, quand on arrive au prochain projet, ben, on est comme, ah, j'aime bien la butte de départ de, je sais pas, là, de Bois-Châtel, hein, j'aime bien comment on l'avait fait comme ça, puis là, ben, on peut réutiliser nos anciens plans pour justement... mélanger un petit peu les cartes, puis exactement, c'est ça. Chercher d'inspiration là, à gauche et à droite. Est-ce que un client qui vous demande de construire une pump track, est-ce que la pump track, au niveau de la conception, peut être différente en raison de la population, de la démographie ou des types d'usagers qui sont prévus d'être là? Ben oui et non. Ben, dans le fond, ça dépend toujours de la grosseur. Fait que il y a peut-être 150 manières de compter, une manière de voir la job, là, mais moi maintenant je calcule en grosseur de terrain. Là, fait que j'y vais par 800 mètres carrés à 1200 mètres carrés de terrain, mettons. Bon, ben ça, je catégorise ça de petit à moyen pump track. On va leur dire que à 1200 mètres carrés, peut-être que tu as de la place. Et mettons, si tu mets beaucoup de pavage, beaucoup d'asphalte, là, puis tu densifies, là, tu vas peut-être être capable d'aller chercher un petit peu plus de linéaire, puis un peu plus de long de track. Mm-hmm. Mais mettons, si t'as pas beaucoup d'espace, là, puis t'es comme pris, puis il y a beaucoup d'arbres, puis tu veux sauver les arbres, mais peut-être que dans ton 900 000, en tout cas, mettons de 800 à 1200 mètres carrés, ben t'auras pas de la place pour faire un gros pump track, ben là, ou peut-être que le budget ne permet pas d'avoir beaucoup de pavage, ben là, dans le fond, on va y aller vraiment avec la base, on va dire, bon, ben, faut que ça réponde à des débutants et des intermédiaires en majeure partie, okay. Avec certains gaps possibles pour les avancer. Le meilleur exemple, c'est comme le pump track au Centre national à l'intérieur. Ouais. Moi, je le trouve très petit, avec des très petits obstacles, pis mais le monde, il adore sauter d'une courbe à l'autre, puis de faire les wall rides, puis faire les gaps. Il y a des transitions qu'on peut faire, là. C'est ça. Ben, c'est ça qui est intéressant pour une avancée. Mais c'est sûr que si tu regardes mathématiquement parlant, les distances entre les bas, c'est super facile. C'est un peu plate, entre guillemets, pour une avancée, mais ce qui le rend le fun, c'est plus de dire, bon, ben, hey, si je prends la bosse toute seule là, puis là, je saute jusqu'à l'autre là-bas, ben là, c'est ça le défi qu'il va aller chercher, tu sais. Alors que, mettons, si on va dans un projet comme là qu'on vient de construire à Shawinigan, là, c'est gigantesque. Ben là, il y a une ligne qui est dédiée à avoir des grosses tables comme à Waterloo. Okay. Puis après ça, il y a une autre ligne que c'est plus c'est comme intermédiaire, mais avec des gaps d'avancée. Fait que les bas sont pas super hautes, mais tu peux quand même sauter des gros intervalles. Puis après ça, tu as une petite boucle débutante. Ben, elle plus proche de ce qu'il y a aussi à Waterloo, mais pas aussi débutant que la petite micro-loop, là, mais c'est ça, puis après ça, ben là, dans le fond, c'est toute l'interconnexion là, entre les tracés que là, tu peux avoir des choses très, 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 très avancées. Fait que ça dépend vraiment de l'espace que vous avez pour travailler, puis ouais, c'est ça. d'en mettre pour
de mettre de quoi qui est plus polyvalent ou de séparer ça un peu plus de débutant jusqu'à très avancé, là, à ce moment-là. C'est ça. Puis j'aime pas nécessairement non plus trop catégoriser. Des fois, dans les appels d'offres, ils vont demander... le projet il est vraiment microscopique, puis ils vont demander faites une section débutante, une section avancée, une section intermédiaire. Puis là, je trouve que c'est comme c'est trop de compromis, mettons. Je préfère juste écrire un peu comme ouais, ben là, ça c'est mettons, comment dire, ça va, les avancées vont faire tel type de saut. Je vais plus le décrire comme ça que de dire oui, la ligne, ça c'est la ligne avancée, la ligne débutante, la ligne intermédiaire, parce qu'au final, le monde va faire la même boucle, qu'il soit avancé, débutant ou intermédiaire. Mais des fois, c'est un peu décalé là, des demandes, mais c'est pas toujours comme réaliste, parce que je pense des fois, c'est plus le fun d'avoir un plus long tracé que d'avoir 2-3 lignes différentes. Là. Ouais, comme 2-3 sections différentes dans un petit terrain, ça fonctionne pas là, de séparer. Ouais. Mais dès qu'on a assez de terrain, là, on peut commencer à séparer les lignes, mais sinon, je regarde aussi ce que Vélo Solutions font, puis je pense qu'ils vont faire la même chose aussi. Là, la plupart des projets, si la piste, s'il n'y a pas assez d'espace, ils vont pas commencer à sortir 3 sortes de tracks dans le même track pour répondre à une demande du client. Là, je pense tout le monde y va un peu d'une manière logique. Il y a de la place pour une longue boucle ou une moyenne boucle. On fait une moyenne boucle, puis on s'arrange que ça s'adapte à tout le monde et non essayer de... C'est ça. Des fois, j'ai comme l'impression que c'est un peu du marketing de conception, de dire « Oh oui, ça, c'est la boucle débutante. » Là, c'est un peu... c'est ça, là. Je pense que pour moi, tout le monde est capable de rouler tout. Là. C'est juste... ouais. Après ça, c'est d'apprendre à faire différentes combinaisons là, pour se rendre d'un obstacle à l'autre. Là. OK, c'est super intéressant. Fait que... Là, pour en venir finalement à Flow Park, là on a couvert un peu jusqu'à ce niveau-là, mais comment est-ce que c'est arrivé, toi, dans ta vie, de prendre la décision de dire, OK, finalement, là, j'arrête de travailler pour les autres, puis là, je lance moi-même mon entreprise, comment ça s'est passé, puis à quel moment t'as-tu fait ça tout seul, ou comment ça s'est produit? Oui, j'ai fait ça tout seul. Dans le fond, je travaillais chez Sentier Boréal depuis 2 ou 3 ans. Puis, dans le fond, je voyais beaucoup la sphère de pump track arriver comme à vitesse grand V. Puis... il y avait beaucoup de demandes. Oui, il y avait beaucoup de demandes. Puis, je pense que de mon côté... j'adorais faire du sentier de vélo de montagne et tout. Mais j'étais comme... j'avais arrêté de faire des pump tracks parce que j'aimais pas nécessairement comment le marché puis comment ça travaillait, tu sais, comme dans ce domaine-là, parce que c'était beaucoup d'heures, c'était très fatigant. On était des petites équipes. Puis c'est ça. Puis là, j'imaginais plus un peu une manière de fonctionner, à se dire, bon, ben, on est capable de créer assez d'ouvrages pour rouler plusieurs équipes en même temps, puis faire un peu comme tout le monde fait à travers le monde, là. Tu sais, pas mal les modèles là, en Europe, c'est pas mal. J'ai pas mal l'impression que c'est comme ça, là. J'ai pas travaillé avec eux, là, mais que plusieurs petites équipes construisent le fond de pierre. Puis quand on arrive au pavage, là, on se met tous ensemble, puis là, on le fait. Okay. Puis là, on a une meilleure gestion de l'énergie. Parce que avant ça, quand je travaillais avec BMXpert, ben, on avait tellement les budgets étaient tellement faibles, on avait tellement d'ambition qu'on faisait des gros projets avec des bouchées de pain, mais on n'était pas capable de se payer plus de monde. Okay. Fait que moi, je voyais le marché arriver, puis je disais, OK, là, on embarque dans le game de la construction. Va falloir que tout le monde ait le carte de construction. Va tout... Fait que moi, j'étais allé faire ma licence d'entrepreneur. J'ai fait mon général aussi, tant qu'à faire. J'avais déjà mes cartes de construction, mais tu sais, mettons, c'était rare qu'on travaille construction, mettons, en sentier de vélo-montagne, c'est toujours foresterie, fait qu'il n'y a pas personne qui est payé nécessairement en construction. Fait que là, je me disais, si le volet, je voyais que la CCQ, maintenant, nous contrôlait un petit peu plus sur les chantiers de pump track. Fait que là, j'étais comme, bon, regarde, si c'est ça maintenant la game, pis c'est la game qu'il faut embarquer CCQ, puis s'assurer que tout le monde ait leur carte,
que ce soit pour chauffer une échargeuse, les pelles mécaniques. Si on a besoin de 3 ou 4 cartes différentes sur un chantier, ben ça nous prend des plus grosses équipes, ça prend des plus gros budgets, puis c'est là où je me suis dit, bon, ben, il faut vraiment que je parte ma compagnie par rapport à ça, parce que... Pour te démarquer, là. Puis oui, c'est ça, puis dans le fond, puis c'est là, en ce moment, c'est ça qui fait que ça fonctionne, parce que, dans le fond, dès qu'on fait un parc, ben... On travaille à... C'est ça, tu sais, je peux engager d'autres entrepreneurs, je peux avoir des sous-traitants, tu sais, vous êtes combien de gens qui travaillent pour toi actuellement? Dans le fond, on est pas mal entre 8 et 10 là, par semaine, là, dépendamment. Puis après ça, dans le fond, le reste est comblé par de la sous-traitance. Fait que on n'est pas vraiment une grosse équipe. Je sais qu'on pourrait être en haut de 20, là, facile, mais admettons, réalistiquement, c'est plus facile d'être 2 équipes de 4-5 personnes. Puis là, cet été, par exemple, là, combien de chantiers vous avez entrepris? Là, dans le fond, on commence notre 5e chantier. Sinon, on roule à peu près 2 chantiers à la fois. C'est sûr que là, on a fait plusieurs gros projets en début d'année. Là, fait que c'est sûr qu'on a fait moins de chantiers. Mais là, après les vacances, on peut-être à la fin de l'été, on devrait en avoir fait entre 8 puis 9, là, dépendamment de où est-ce qu'on est rendu. C'est ça, Puis on est déjà en train de signer pour 2025. Là, dans le fond, on a déjà 2-3 chantiers d'enligner pour 2025. Fait si jamais il y en a qu'on finit, puis on voit qu'il nous reste un petit laps de temps, on va en recommencer d'autres, mais souvent, on va plus, à la fin de l'été, on va plus faire des fonds de pierre, là, dans le fond. Là, on fera pas de pavage, là, pas d'asphalte. Là. Passer la mi-octobre, c'est un peu trop froid. Ouais, c'est ça, c'est dur. Ben, on peut le faire encore, là, ça dépend. Ça dépend de la température, peut-être. C'est ça. S'il fait assez chaud, on peut continuer à faire du pavage, mais souvent, comme je peux dire, on garantit pas que ça va se faire. Que ça va se faire, là. Mais c'est ça. Là, mettons, là, on a promis 8 pump track, là, mais les autres, on les a pas. Ils sont promis pour 2025. Si on les garde les rentrées, on les rentre, là, mais c'est ça, là. Normalement, on se garde c'est ça, là, à peu près entre 8 et 10 projets, là, par été, là. Là, tantôt, tu as parlé de la pump track du CNCB. Ça, je pense que c'était votre premier projet quand tu as lancé l'entreprise que vous avez fait. Je me trompe-tu? Oui, c'est ça. Donc, en plus de ça, qui est la première pump track asphaltée intérieure en Amérique du Nord. Oui. Si mes sources sont fiables. Oui. Fait que, vous fait d'autres des pump tracks intérieures ou ça a été le seul projet du genre? Ça a été le seul projet du genre. Ça a été quand même assez intéressant, là, parce que mais justement, c'est ça qui était le fun pour moi, ce volet-là de ce projet-là, parce que vu que je partais à la compagnie, mais là, j'étais vraiment tout seul, là, puis dans le fond, la première année, j'avais pas nécessairement... au niveau légal, j'avais pas nécessairement le droit de construire de projets par moi-même, parce que dans le fond, j'avais pas assez d'expérience comme entrepreneur. Donc, il fallait toujours que je rentre comme spécialiste dans un projet. Fait que là, la première année, j'avais comme pas d'employés, puis plein de partenaires dans 10 000 projets. Fait que c'est ça. Puis là, au Centre national, justement, c'est ça. Moi, je me suis retrouvé à faire les plans, puis à faire quand même l'asphalte, là, puis à quand même travailler sur le chantier. Mais, tu sais, j'avais quand même le chapeau plus du spécialiste sur le projet. Puis on l'a fait avec le général qui était déjà en place, qui faisait déjà le bâtiment. OK, oui. Fait que moi, c'est comme si j'ai eu le mandat de le surveiller puis de s'assurer qu'ils prennent les bons sous-traitants. Puis là, ben là, dans le fond, c'est là après que là, j'ai quand même utilisé mes contacts puis à dire, bon, mais hey, vous devriez engager tel gars, tel autre entreprise, mettons, vous devriez engager, mettons, William, un de mes amis de chez Appalache Excavation. J'ai dit, hey, lui, il reste à Donham, il reste pas loin. Fait que là, j'ai convaincu tout le monde de dire, prenez-le lui, allez demander à Yannick de chez BM Expert aussi, il y a du temps, puis là j'ai fait aller mes contacts un petit peu pour que le projet se fasse, puis surtout qu'il fit dans un budget donné, puis dans un temps donné aussi, parce qu'il fallait comme le livrer fallait le livrer assez rapidement, mais on n'avait pas beaucoup de temps non plus. C'était un peu toujours ça, là, les projets comme dans les bâtiments. Là, ça marche par étapes. Donc, tu veux faire ton projet, mais au bon moment là, dans le bâtiment. Là, tu veux pas que le bâtiment soit fermé au complet puis soit ouvert, mais il faut qu'il soit sur le bord d'être fermé là, quand on l'a fait. Fait que c'est ça qui s'est passé. Là, puis moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que justement, j'ai quand même pu
l'idée de ce projet-là sans pour autant avoir des employés. Là, c'était ça, surtout le challenge au début, là, dans ma première année, là, parce que j'avais pas d'employés. Fait que, mais l'année d'après, l'année d'après, j'étais comme, OK, je peux plus... C'est parti. Non, mais je pouvais plus faire... Je me disais, je vais pas toffer mon été parce que j'avais fait, je pense, 7 projets juste avec la sous-traitance puis la gestion de d'autres personnes. OK. Là, j'étais comme, OK, là, il faut qu'on ait notre équipe, puis c'est ça, là, fait que... Ah, c'est bon. Peut-être donc cet été, là, ça a roulé à date, ça roule très bien la planche. Puis là, vous venez d'en terminer quelques-uns projets. Là, le dernier que vous avez fini, il est où? À Bedford, c'est ça? Oui, Saint-Alexandre, dans le fond. Saint-Alexandre. À Saint-Alexandre, oui, c'est vrai. Je suis passé voir, j'ai pas encore roulé. Je sais pas si elle est ouverte, la piste. Là, mais, oui, c'est ça. J'ai pas fait de publication. Des fois, je laisse un peu le temps aller aussi, là, mais... oui, dans le fond, je pense que là, elle est vraiment officiellement ouverte. Là, dans le fond, c'est ça aussi qui est difficile aussi, c'est que des fois, je peux pas... Ça dépend de la municipalité, si les autres non, mais c'est ça. Mais là, mettons, il y a un projet qu'on vient de finir aussi à Laval. Là, j'ai pas mal l'impression d'ici le temps que ton podcast sorte, ça va être ouvert. Puis si jamais c'est pas ouvert, attendez que ça ouvre. Mais, mais mettons, des fois, ces projets-là, ils durent sur plusieurs mois. Donc... on le finit, il est fini, mais des fois, on le publie 3-4 mois après parce que on attend que ça soit officiellement ouvert. Là. Ouais, peut-être une inauguration que la municipalité veut faire ou que le client veut faire, ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Puis sinon, on a fait le Shawinigan qui était vraiment un gros. Notre-Dame des Prairies aussi avec Papillon Skate Park. Dans le fond, ça arrive souvent aussi qu'on s'associe avec des compagnies de skate park. Là. Ah oui. Ouais, dans le fond... soit qu'on s'associe avec eux ou on se retrouve à travailler ensemble. Là. T'es comme même la chose à Laval. Ils ont fait un skatepark tout le pourtour, qui est comme un genre de snake run là, qu'on appelle. OK. T'es comme avec des bols. Des bols, des vraiment là, comme je pourrais dire, un pump track espacé, là, vraiment. Fait que il y a beaucoup d'espace en béton, puis avec des transitions un peu partout. Puis au milieu de ça, on a fait un pump track. Là, fait que ça a été quand même un gros challenge parce que il fallait agencer des élévations puis il fallait se connecter avec le skatepark. Wow. Puis ça, c'était quand même le fun parce qu'au final, on a été capable de faire changer les plans du pump track pour qu'il soit vraiment connecté un petit peu, mettons, je sais plus à notre sauce, là, dans le fond. Fait que ça a été aussi un bon challenge là, parce que on a déposé un projet en se disant on n'est pas sûr que ça va fonctionner le concept. Mais on a dit bon regarde, on va le faire pareil, puis si on est capable de le faire modifier, bon, on le fera modifier. Puis là, ben, dans le fond, on a été capable d'amener des modifications, là, puis un petit peu plus mieux l'intégrer au projet. Là. C'est où t'as dit? Ça va être au Parc Sablon à Laval. Le Parc Sablon à Laval. Quelque chose à aller voir. Ouais, ça va être... Je suis très curieux. Moi, l'imagination se fait aller, j'essaie de figurer de qu'est-ce que ça peut ressembler. Là, mais, ouais, c'est ça. Sinon, cet été, on va en construire un à Sainte-Julie, mais il va sûrement juste ouvrir en 2025 ou comme fin 2024. Les autres, ben là, il y a Stoneham aussi là, qui est annoncé. Sinon, l'autre, ben, il y en a quelques-uns qui sont plus stand-by, là, mais comme dans la Montérégie, là, on en a quelques-uns aussi, là, c'est sûr que j'attends toujours que qu'on ait des fois je dis tant qu'il n'y a pas eu un premier coup de pelle, j'en parle pas là. En voulant dire que des fois il y a des projets qui sont signés depuis 1 an et demi puis que le temps qu'on se rende à le faire, ben des fois il arrive aussi niaiseux qu'un poteau d'hydro à bouger ou ou mettons on attend que l'aréna soit fini d'être construit pour embarquer pour venir faire notre projet. Fait que souvent il y a bien des projets que le monde sont comme pourquoi ça prend autant de temps pis tout, mais c'est pas nécessairement de la faute de la ville ou de la faute de l'autre compagnie ou peu importe, c'est juste que des fois les facteurs extérieurs. Il y a des facteurs de juste on attend qu'un chantier se termine parce qu'on peut pas travailler 6 chantiers en même temps. Là. Fait que c'est ça. Il y a certains projets comme ça en ce moment qui sont c'est ça. Sinon, ben le reste, c'est pas mal toute l'année prochaine, là, tout dépendamment. Comment tu vois l'avenir de ta compagnie là, dans les prochaines années? As-tu des objectifs plus ou moins précis en lien avec ça? Oui, mais dans le fond, là, c'est sûr que pour avoir travaillé avec Santé Boréal, BMXpert, puis plein d'autres compagnies, je pense que la formule gagnante, c'est d'avoir
de toujours bien balancer la quantité d'ouvrage au bureau versus la quantité de travail sur le terrain. Puis c'est d'avoir une croissance stable et pas trop rapide. Puis ça, c'est quand même facile. Ouais. C'est facile de dire j'ouvre la machine. Ouais. On s'engage j'engage 2-3 ingénieurs, des architectes, puis on part une grosse boîte. Mais je pense que je ferai après un mur. mais oui, c'est ce que j'ai envie, c'est sûr qu'on développe un petit peu plus d'avoir un petit peu plus de travail à l'année pour tout le monde. C'est sûr que c'est difficile parce que c'est pas tout le monde qui peut travailler à l'année, mais il y en a qui comment je peux dire, c'est un beat de vie qu'il y en a qui aiment, puis c'est super le fun. Moi, c'est sûr, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est développer les autres volets des autres infrastructures cyclistes là, qui sont autant les parcs d'habileté. Ouais. J'ai peut-être un petit peu d'expertise aussi en vélo de montagne, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde qui sont déjà très très bons là-dedans. Là, puis sinon, ben c'est plus par rapport au parc puis au développement du cyclisme en général. Là, je sais pas, là, peut-être qu'à un moment donné, on va se retrouver avec une équipe de pavage qui va faire des pistes cyclables, là, mais je fais des blagues des fois par rapport à ça, mais peut-être que ça va aller vers là aussi, là, je sais pas, là, mais c'est sûr que tout ce qui est le domaine des parcs, ou peut-être aussi les jeux d'enfants, c'est pas mal des trucs qui sont intéressants à voir comme autre volet, mais pour l'instant, on est quand même une forte demande en pump track, fait que, ouais, c'est ça. C'est un bel outil, le pump track, là. Oui, c'est ça. C'est pas juste pour les cyclistes aussi. Les mondes en skate, en trottinette, les enfants. Puis moi, je pense que c'est une bonne complémentarité, mais c'est... puis après ça, je veux dire, il y a tellement il y a tellement d'autres trucs en vélo qu'on n'a pas développé de manière... Ça semble être une valeur importante là, pour toi, là, l'intégration des jeunes dans le sport et... Ben oui, parce que autant qu'on peut être impliqué, moi je me suis impliqué dans 10 000 projets, mais je veux dire, autant pour les trucs comme les dirt jump ou des skateparks ou des trucs de même. Mais tu sais, j'en reviens toujours à dire que des fois, quand on est, mettons, ma valeur quand même assez profonde là-dedans, c'est, on dirait que quand on est payé pour faire quelque chose, moi j'aime ça que ça touche le plus grand nombre dans la communauté. Mais quand je m'implique bénévolement, mettons, on va dire dans des projets, autant que ce soit avec mes amis à Sherbrooke, là, qu'on avait fait un skatepark intérieur, des affaires de même. Mais là, on dirait que là, ça me fait plaisir de me faire plaisir moi-même, de faire des gros jumps, des gros setups. Mais je pense que quand c'est de l'argent un peu plus public, on va dire, mais j'aime ça que ça reste public comme infrastructure. Fait que souvent, je prône que se dire, tu sais, quand on a investi plusieurs centaines de milliers de dollars dans des sites, ben, que tu s'assurer que ça soit toujours accessible au plus de personnes possible pour être sûr que chaque dollar investi, ça reste dans pousser la communauté vers le haut. Parce que après ça, une fois que tu fais ça, là, après ça, là, tu peux en faire là, des affaires de fou, pis des gros jumps ou des gros trails pis tout, parce que t'as un gros bassin de communauté qui te suit en arrière de toi pis qui peut vraiment s'impliquer. Là. Puis t'as réussi à apporter ces gens-là à un niveau là qui sont capables de raider ces trucs-là. Là, oui, c'est ça. C'est comme... les gaps sont comblés, là, tu sais, entre c'est ça, le comme, débutant puis l'expert, là, tout est là. Comme, c'est ça, comme un moment donné, je m'étais fait déjà dire ça, là, les premières fois que j'ai fait un cours là, de vélo de montagne, là, puis il disait le slow in, fast out. Tu sais, comme, tu rentres doucement, puis après ça, tu sors rapidement, mais je pense que ça, c'est ça qui est... C'est un modèle à... Puis pour tous les centres de vélo qui se développent, des fois, ils sont là, on veut faire de quoi qui est malade. Qui est malade, pis tout, mais down the line, au bout de la ligne, c'est si t'amènes le plus de gens à ton centre, ou à ton infra, ou à ton parc, mais c'est ça qui importe. Puis une fois que ça devient populaire, ben là, tu te dis, hey, c'est quoi la prochaine phase? Que là, on est capable d'aller combler un niveau plus expert puis plus avancé. Là, puis je pense que, en tout cas, on l'avait vécu pas mal, moi, quand je travaillais chez BMX Expert, dans les pistes de BMX. Au début, tout le monde voulait des grosses pros. Puis là, maintenant, on faisait des pros qui étaient trop grosses, puis là, le monde n'était pas capable de les faire. Mais là, tu vois, là, Yannick, depuis 3-4 ans, il a recommencé à refaire certaines sections de pistes de BMX, comme à Coteau-du-Lac ou des trucs de même.
Là, ils ont changé complètement les pistes, ou même à Saint-Jean aussi, quand ils ont fait la piste. Mm-hmm. Ben là, tu remodifies, puis tu vas chercher des trucs plus avancés par après, parce que ton groupe de jeunes, ben là, ils sont avancés, ils ont évolué, puis je pense que ça fait partie aussi ça, là, de penser, c'est ça, pas... Souvent, quand on est bon rider, puis jeune, on va dire, jeune et bon rider, mais souvent on va avoir de l'influence, ben je pense que c'est de prendre cette influence-là puis se dire hey, comment qu'on peut faire pour pousser les autres jeunes à avancer, et c'est ça là. Absolument. Ah ben c'est ce qui me passionne là-dedans, là, les pump tracks, les door jump, les pistes de vélo montagne en général, c'est l'idée de progression, tu sais, puis le plaisir qu'on en retire, tu sais, quand on repousse nos limites chacun, là, tu sais, puis tu le vois dans les regards de tout le monde, là, dans quand tu veux passer une journée dans une pump track ou dans un site de door jump, là, tu sais, le monde s'encourage, puis que quelqu'un réussit quelque chose, là, c'est le fun. C'est vraiment trippant. Puis c'est important aussi d'avoir du challenge. Faut pas juste avoir des choses faciles non plus. C'est ça l'affaire. S'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas personne qui va vouloir pousser. Fait que je pense que c'est ça qui est important, là, c'est aussi d'amener avoir du challenge, parce que tu veux quand même être capable d'évoluer, là, puis d'avoir de quoi en avant de toi, là, puis d'essayer des trucs plus dangereux. Ben c'est ça, c'est super. Hey, écoute, merci de construire toutes ces belles infrastructures-là pour nous autres, les amateurs au Québec, puis qu'on puisse en profiter comme ça, là, c'est bien le fun. Puis merci d'avoir accepté aujourd'hui de me rencontrer puis de me jaser ça, là. J'aime bien ça. Merci pareillement, c'est super cool. C'est vraiment cool, là, ton podcast, là, j'en ai écouté plusieurs épisodes, puis je pense que c'est vraiment intéressant. T'as eu plein d'invités, justement, qui devaient ou qui prônent pas mal la même chose. Je pense que c'est une très belle communauté qu'on a, là, le vélo en général au Québec. C'est vraiment impressionnant, là. Moi, je trouve qu'on a vraiment une très belle communauté, là. Je pense que tout le monde veut, faire connaître le sport, le faire évoluer, le faire évoluer de façon sécuritaire et oui, c'est ça, exactement. J'aime beaucoup la vibe là, actuellement, puis toutes les énergies qui sont déployées là, un peu partout par une foule de monde, là. Puis c'est le fun parce que même encore, il y a des nouveaux centres, même cette année, qui ouvrent. Puis je trouve ça impressionnant parce que des fois, tu penses, ah ouais, ça va s'essouffler, mais ça s'est pas essoufflé, là. On est loin de là. Non, parce que, tu sais, on attire des jeunes. Ça fait que c'est une nouvelle génération qui suit puis qui va... ça va grossir. On continue. Hey, écoute, super. Je te remercie infiniment de t'être déplacé encore une fois, d'être venu me voir. J'apprécie beaucoup. Puis j'ai toujours hâte de voir qu'est-ce que vous allez faire de nouveau puis qu'on puisse essayer ça, ces pistes-là. Yes, ouais. Vous allez nous suivre sur Flowpark, sur Instagram, sur Facebook. On va sortir un site web sûrement cet hiver, là, mais c'est important, c'est d'avoir des projets là, pour les mettre sur le site web. Donc, mais oui, vous pouvez nous suivre le FLOWPARC. Dans le fond, sur Instagram ou sur Facebook. Ouais. Hey, on fait ça. On va voir qu'est-ce que vous allez sortir. Yes, merci. Là. Merci. OK. Bonne journée. Bye. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez liker et puis abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis, de faire connaître le podcast. Et puis vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram ou sur Facebook à QCMTB Podcast. Et puis, à la prochaine!